Aujourd'hui, on va faire le point sur un élément relativement sous-estimé des photographes et des vidéastes, réfléchir intelligemment son workflow. Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui s'adressera peut-être un petit peu plus aux professionnels ou aux futurs professionnels, mais qui intéressera sans doute aussi les amateurs éclairés. Alors le workflow c'est quoi? Le workflow c'est un flux de travail. Il faut imaginer une rivière qui part de vous à l'origine du projet jusqu'à la livraison au client ou en tout cas la finalité du travail que vous allez faire, que ce soit une impression par exemple pour une photographie ou la livraison de la vidéo pour un vidéaste. Et chaque étape de ce workflow peut constituer un goulot d'étranglement qui risque de réduire votre vitesse, votre fluidité, votre débit, votre efficacité. Et c'est pour ça qu'il faut y réfléchir avant et se poser les bonnes questions. Alors le workflow c'est pas que le matériel, mais le matériel joue une grosse part de tout ça, voilà pourquoi on va plutôt se concentrer sur le matos. Alors à l'origine de tout ça, on va commencer par le boîtier, parce qu'on ne travaille pas pareil en 1080p, en 4K, en 6K, on ne travaille pas pareil en 20 millions de pixels, en 33 millions de pixels ou en 60 millions de pixels, et dès le départ, ce choix va influencer énormément votre workflow. Et dès cette première étape, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que vous avez besoin de la 4K? Est-ce que vous avez besoin de la 6K? Est-ce que vous avez besoin de 60 millions de pixels? Est-ce que vous avez besoin de cropper et de recadrer votre image? Est-ce que vous aurez besoin de faire des effets spéciaux? Est-ce que c'est important de travailler en 10 bits ou est-ce que le 8 bits suffit? À qui est destinée votre production? Sur quel média va-t-il être affiché? Est-ce que vous allez faire une impression de 4:3 si vous faites de la photo? Est-ce que ça va être diffusé sur YouTube? Est-ce que ça va être diffusé sur Instagram? Est-ce que ce sera diffusé chez des clients avec une télé 4K? Est-ce que vous allez devoir faire du ralenti? Ce qui va forcément impacter le nombre d'images par seconde dont vous aurez besoin. Est-ce que vous allez devoir faire de la photo ou de la vidéo sportive ou animalière? Parce que vous aurez besoin, par exemple pour la photo, d'un buffer super élevé qui va pas cracher au bout d'une seconde si vous faites du sport. Toutes ces questions-là, elles sont hyper importantes. Pense à t'abonner et à mettre la cloche. Écoute le Stormtrooper. Abonne-toi, mets la cloche, mets des commentaires et va sur Instagram. Non, c'est pas un Stormtrooper, en fait, c'est moi qui est caché derrière. Deuxième étape, une fois qu'on a fait des jolies images avec notre caméra, il faut bien qu'elles soient stockées quelque part. Et c'est là que la carte SD, les cartes CF Express, les XQD, tout ça, rentrent en ligne de compte. Est-ce que vous avez besoin de filmer en 4K 60 images secondes en 10 bits? Parce que si c'est ça, il ne vous faudra pas une petite carte bas de gamme, sinon vous filmerez rien du tout, ou alors vous filmerez vraiment quelques secondes. C'est hyper important, les débits aujourd'hui de nos boîtiers sont de plus en plus élevés, que ce soit en photo ou en vidéo. Est-ce que vous allez faire beaucoup de photos et beaucoup de rafales, auquel cas il vous faudra un buffer beaucoup plus élevé, il vous faudra des cartes ultra rapides, des UHS-2, qui peuvent enregistrer 2 fois plus vite. Voilà, le stockage, c'est le nerf de la guerre. En vidéo, on peut aussi passer sur de l'enregistrement externe en SSD, mais c'est pareil, c'est pas le même prix. Voilà, il faut penser tout ça. Et une fois qu'on a fait ces images et ces rushs, il faut les mettre sur son ordinateur. Et là, le stockage informatique et le type de lecteur va jouer énormément, parce que selon que vous avez des cartes XQD ou des cartes SD, vous n'aurez pas le même lecteur. Chaque lecteur de carte a aussi sa propre qualité, son propre débit. Et ensuite, en termes de stockage, il y a un large choix. Aujourd'hui, pour pas cher et pour beaucoup de volume, vous avez des disques durs HDD. C'est les espèces de gros disques durs, alors même s'ils ont beaucoup réduit les tailles maintenant, ça existe en 2,5 pouces. Mais ça coûte pas cher, il y a beaucoup de stockage. Par contre, c'est super lent. Vous avez les stockages à peu près de la même taille, en 2,5 pouces en SSD SATA. Là, on monte à 500 mégas par seconde. Donc là, c'est un bon intermédiaire qui permet à la fois de travailler un peu dessus et de stocker, de transférer ces images assez vite. Le prix reste abordable. Et pour ceux qui ont un porte-monnaie un petit peu plus gros, il y a le SSD NVMe M.2. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur mon nouveau setup de montage qui apportera sûrement des détails supplémentaires, notamment sur la partie stockage. Il faut imaginer qu'aujourd'hui un SSD NVMe M.2 en PCI 4.0, ça fait beaucoup d'acronymes, je sais que c'est compliqué, mais on monte à 7000 mégaoctets par seconde. 7 gigas par seconde. C'est énorme, ça coûte très très cher, dans la plupart des applications c'est relativement inutile, mais c'est le futur. Le meilleur compromis reste pour moi le SSD SATA en 2,5 pouces, et aujourd'hui 1 Teraoctet, on est autour de 70 € à peu près, donc voilà, c'est pareil, selon comment vous voulez travailler sur Premiere, sur Lightroom, etc.,
si votre disque dur il en chie, forcément ce sera pas fluide, vous allez mettre 10 ans à faire un export, un import, à récupérer quelque chose. Et maintenant on passe à l'étape de la configuration informatique qui est une étape essentielle, puisque selon les choix que vous avez fait avant, c'est maintenant qu'on va voir si ça fonctionne. Donc il faut une configuration adaptée à ce que vous voulez faire. Avec un processeur qui date, vous pouvez faire de la 4K 60 images secondes en 8 bits. Vous pouvez le faire. Je le sais parce que je l'ai fait. Mais vous ne serez pas fluide, vous serez lent, et un rendu de mariage comme j'ai pu faire de 50 minutes peut prendre jusqu'à 8 heures. Alors on peut le faire la nuit, etc. Mais dites-vous qu'un ordi qui tourne à fond pendant 8 heures, il consomme beaucoup d'électricité. Et voilà, avec un processeur qui date et des composants pas suffisamment performants, tout ne sera pas fluide et vous mettrez un temps pas possible à faire des calculs de réduction de bruit, à faire les calculs de stabilisation, etc. Et tout ça, c'est beaucoup de temps perdu dont on se rend compte une fois qu'on est passé sur une meilleure machine. À mon sens, aujourd'hui, si vous voulez travailler de l'image confortablement, vous pouvez pas prendre en dessous d'un Ryzen 7 et avec les toutes dernières générations, la 12e génération de chez Intel, pas en dessous d'un Intel i5, mais l'idéal reste un Intel i7. Et évidemment, dès que vous tapez dans le i9 ou le Ryzen 9, là pour le coup, vous êtes vraiment super large, mais voilà, pas en dessous de 7, grosso modo. Deuxième point informatique, la RAM. Adobe, pour ceux qui bossent sous Adobe, mais beaucoup de logiciels utilisent beaucoup la RAM, mais Adobe particulièrement, consomme de la RAM à fond, et ça joue énormément dans la fluidité de votre travail. Pour la vidéo, une bonne RAM, bien cadencée et en bonne quantité, c'est ce qui fait que quand vous appuyez sur espace pour lancer la lecture, instantanément, ça se met à lire. Sur mon ancienne config, qui était une RAM vieille, faiblement cadencée, une fréquence assez basse, j'avais que 16 Go, et j'appuyais, il fallait une seconde et demie pour que ça parte. C'est un détail, on n'est pas une seconde et demie près, sauf que ça, cet appui de touche, on le fait 10 000 fois dans un montage, dans un reportage de mariage, et le fait que ce soit instantané, c'est un vrai gain de fluidité et de travail, et une seconde, plus une seconde, plus une seconde, plus une seconde, ça peut être plusieurs dizaines de minutes qui sont gagnées à la fin de votre production. Pareil, la carte graphique, ça va jouer, alors on peut travailler sans carte graphique, je vous l'ai déjà dit, mais avec une carte graphique, même bas de gamme, vous pourrez avoir des résultats qui seront bien meilleurs et une accélération de travail qui sera sensiblement perceptible. Tout ça pour dire au final que chaque élément d'un workflow, chaque élément matériel peut à un moment donné tout casser. Vous pouvez avoir le dernier boîtier, vous pouvez avoir le dernier PC du moment. Si votre carte SD ou votre XQD, elle a rien dans le bide, vous ferez rien. De même, vous pouvez avoir le meilleur PC du moment, du stockage SSD NVMe autant que vous voulez. Si vous avez un boîtier qui filme en 1080p et que vos clients exigent maintenant de la 4K, c'est foutu. Pour vous donner un exemple concret, sur mon ancienne configuration, dès lors que je mettais de la 4K 10 bits, dès lors que je double-cliquais sur le fichier, j'avais le blue screen de la mort. C'est-à-dire que mon PC ne pouvait pas encaisser ce débit, cette puissance, cette résolution. Hop, il plantait et je devais le redémarrer. Alors l'avantage d'Adobe Premiere, c'est que ça permet quand même de faire des proxys, de réduire, de travailler sur des timelines qui sont beaucoup plus faibles en termes de résolution, mais voilà, votre PC, ça reste un micro-organisme informatique, et si on lui donne trop, il éclate. Et donc c'est valable pour chacune des étapes du workflow. Évidemment, en général, quand on se lance en professionnel, on a déjà eu du matériel avant, on s'est déjà posé des questions. Mais aujourd'hui, si vous êtes à un tournant en train de vous poser la question, vous avez mis des sous de côté et vous voulez investir dans du matériel, posez-vous toutes ces questions. Prenez une feuille, prenez un crayon. Pour les plus modernes, prenez un tableur Excel et rentrez votre cible de client, ce que vous avez besoin, ce que vous allez devoir faire. Parce qu'aujourd'hui, les vendeurs de boîtiers, par exemple, vous vendent des specs de la mort. Alors on est là, on voit les vidéos YouTube, on lit les specs, on fait « Ah là, il me faut absolument ce truc-là ». En vérité, est-ce que vraiment vous avez besoin de la moitié de ce qui est écrit là-dedans? La plupart des spécifications techniques des nouveaux boîtiers, c'est du confort plus que de l'utilitaire. Voilà. Il faut éliminer ce qui vous servira à rien. Et si vous avez des sous, faites-vous plaisir. Mais réfléchissez bien et vous verrez qu'au final, vous serez gagnant. Moi aujourd'hui, j'ai changé de tour. Ça me permet de travailler aussi avec des fichiers plus gros parce qu'aujourd'hui, j'exploitais pas mes GH5 au maximum de leurs possibilités. Aujourd'hui, je peux le faire. Et c'est top. J'ai enfin l'impression de vraiment travailler et de travailler confortablement. C'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Salut!